Et si on reprenait les bases de l'économie et de la finance? Il y a trois acteurs principaux dans une économie. Les individus, comme vous et moi, les entreprises qui produisent des biens ou des services, et enfin les gouvernements. Nous, les individus, on consomme ce que les entreprises produisent. Donc quand vous allez acheter votre baguette de pain le dimanche matin, vous contribuez à l'économie. À la fin du mois, le boulanger qui a vendu un certain nombre de baguettes, il peut rémunérer ses employés. Donc là, on peut identifier deux flux monétaires. Un premier qui va des individus vers les entreprises, on appelle ça des dépenses, et un deuxième qui va des entreprises vers les individus, c'est la rémunération. Donc si vous comprenez bien, on peut dire que les dépenses des uns sont les revenus des autres. Gardez bien cette phrase en tête parce qu'on va revenir dessus. Une fois que la boulangerie a rémunéré ses salariés, qu'elle a payé la location de son local commercial et qu'elle a remboursé la dette qu'elle a contractée pour payer son fonds de commerce, l'argent qui lui reste est appelé un profit. Ces profits, ils appartiennent au propriétaire de la boulangerie, c'est-à-dire le boulanger. Imaginons maintenant que la boulangerie, elle appartienne à des actionnaires, c'est-à-dire des personnes qui possèdent une part du capital de la société. L'entreprise va leur verser des dividendes pour qu'ils puissent récupérer une part des profits et se rémunérer. Puisqu'on a dit que les dépenses des uns étaient les revenus des autres, on peut calculer le produit intérieur brut d'un pays, le PIB, de deux façons. On peut faire la somme de tout ce qui est produit dans une économie, mais on peut aussi faire la somme de tous les revenus de la population du pays. On tombera sur les mêmes chiffres. Et l'État dans tout ça? Lui, il va taxer les entreprises et les individus. L'argent de ces taxes, il va ensuite être réinjecté dans l'économie par le gouvernement. Cet argent va par exemple servir à construire des écoles, à rémunérer des fonctionnaires ou encore à verser des allocations. Avec ces explications, on peut avoir l'impression que l'argent y circule comme ça dans l'économie de façon ininterrompue. Mais c'est pas totalement vrai. Effectivement, tout le monde ne dépense pas tous ses revenus. Moi par exemple, et c'est peut-être votre cas, j'épargne une partie de mon salaire. Reprenons tout ça avec notre boulanger. Lui, il se verse 2000 € par mois. À ça, il doit déduire son loyer, le prêt à la consommation auquel il a souscrit pour s'acheter une voiture, ses courses hebdomadaires, ses loisirs, etc. Après tout ça, il va lui rester environ 300 € qu'il essaye d'épargner pour se payer un voyage. Donc notre boulanger, même endetté, il arrive à épargner de l'argent. C'est-à-dire qu'il est en excédent. Ses revenus dépassent ses dépenses. Prenons maintenant l'exemple de l'État français. Contrairement à notre boulanger, les recettes de l'État ne couvrent pas ses dépenses. C'est-à-dire que l'État dépense plus que ce qu'il gagne, notamment grâce aux taxes. Dans cette situation, l'État français ne peut pas épargner. Il contracte donc une dette, car pour dépenser plus que ce que l'on possède, il faut emprunter. Le problème avec l'épargne, c'est que ça bloque une partie de l'argent qui ne circule pas dans l'économie. Et justement, comme on l'a vu tout à l'heure, les dépenses des uns sont les revenus des autres. Donc si il y a moins de dépenses, il y a moins de revenus. Le but serait donc de réinjecter l'argent épargné dans l'économie. Et c'est là qu'on va parler de finance. Quand vous épargnez, à moins de posséder un coffre-fort, vous confiez votre argent à une banque, soit sur un compte courant, soit sur un livret d'épargne comme le livret A. Les banques, elles vont réinjecter votre argent épargné dans l'économie en accordant des prêts à la consommation ou encore des prêts immobiliers. Certains acteurs choisissent aussi de confier leur argent à des fonds d'investissement qui proposent des taux plus attractifs que les livrets classiques proposés par les banques. Les fonds d'investissement vont généralement utiliser cette épargne pour investir sur les marchés financiers. Ces marchés permettent notamment de financer l'économie et plus particulièrement les grosses entreprises et l'État, tout en permettant aux investisseurs de placer leur épargne. Il existe 4 principaux types de marchés financiers. Le marché des actions, qui sont des titres de propriété émis par les entreprises. Les actionnaires peuvent espérer une redistribution des profits sous forme de dividendes ou encore une prise de valeur de l'action, c'est-à-dire une augmentation de son prix de vente qui permettrait à l'actionnaire de faire une plus-value. Le but pour les entreprises est de trouver des financements chez les investisseurs. On a aussi le marché des taux d'intérêt, composé notamment des marchés obligataires où les entreprises et l'État se font prêter de l'argent par des fonds d'investissement
en échange d'intérêts. Le marché d'échange, aussi appelé Forex, est celui où on échange des devises. Et enfin, la bourse de commerce, où s'échangent les matières premières et les produits de base, comme le sucre, le pétrole, etc. Vous l'aurez compris, sur les marchés, les fonds d'investissement ne sont pas les seuls acteurs. Nous, particuliers, nous pouvons aussi y investir notre argent. Donc, comme on l'a déjà dit, pour pouvoir se développer, les entreprises ont besoin de financer leurs activités. Une des méthodes à leur disposition pour obtenir des fonds ou des capitaux consiste à émettre des actions ou capitaux propres à l'intention du grand public, en les cotant sur une place boursière. Maintenant qu'on a défini ces marchés, on va pouvoir commencer à parler de spéculation et de trading. Sur un marché, on a ce qu'on appelle de la liquidité. La liquidité sur un marché, ça correspond à la capacité d'acheter ou vendre rapidement les actifs sans que ça ait un effet majeur sur le prix. Plus un marché est liquide, plus il est facile, rapide et moins coûteux d'y effectuer des transactions. Le marché des crypto-monnaies est par exemple un marché très liquide. Pour un trader, la liquidité c'est une notion importante. Lui, il faut qu'il puisse échanger les produits financiers en fonction de leur valeur. Et c'est notamment en bourse que ce type d'échanges peuvent se réaliser. Pour gagner de l'argent, un trader, il doit faire une plus-value, c'est-à-dire acheter des actions le plus bas possible pour les revendre plus cher à un autre moment. Donc évidemment, que ce soit des actions, des obligations ou des options, tous les produits financiers cotés en bourse, ils ont un prix. Mais du coup, quels sont les facteurs qui déterminent le prix des actions? Quels sont les éléments qui provoquent la hausse ou la baisse des prix? Tout d'abord, lors de l'introduction en bourse d'une entreprise, généralement, la collaboration d'une ou plusieurs banques est nécessaire. Ces banques d'investissement, elles supervisent le processus et font une première estimation de la valeur de l'entreprise avant l'émission des actions sur le marché. À mesure que le nombre d'investisseurs augmente, le prix de départ de l'action va être défini et les premières actions, elles vont être vendues au public. Une fois que l'action elle est réellement cotée en bourse, son prix il va dépendre de l'offre et de la demande. Et ça va dépendre de plein de choses, notamment de la psychologie, de la perception du public et de ses attentes, de l'actualité et aussi des performances de l'entreprise. Par exemple, si un scandale éclate, comme en ce moment avec l'affaire FTX, les investisseurs ils peuvent perdre confiance, vendre leurs titres et donc le prix de l'action va diminuer. C'est là qu'intervient la spéculation qui est très liée à la liquidité car elle consiste à parier sur le futur en anticipant les évolutions des prix et en prenant le risque que ces anticipations finalement ne se réalisent pas. Le but c'est de tirer profit des variations du cours des produits financiers. Et justement, comme on l'a vu, le but du trader c'est de faire du profit en achetant des produits financiers à prix bas pour les revendre à prix haut. Revenons-en à l'économie, car il y a une notion importante qu'on n'a pas encore définie. C'est la croissance. La croissance, elle permet l'élévation du niveau de vie général. Sans elle, la marge de manœuvre du gouvernement et des entreprises, elle va être réduite. Le nombre d'embauches va se réduire, le pouvoir d'achat va stagner et les marchés financiers vont être amenés à diminuer. On peut aller jusqu'à parler de récession ou de crise économique. Donc la croissance économique, elle correspond à l'augmentation de la production de biens et de services sur une période donnée. La croissance d'un pays, elle se mesure à l'évolution de son produit intérieur brut, son PIB, sur une période donnée. Mais alors comment est-ce qu'on arrive à créer de la croissance? Pour faire augmenter le PIB, a priori, il faut que les gens gagnent plus. Et pour ça, il faut qu'il y ait plus d'argent qui circule dans l'économie. Et ça tombe bien, parce que les banques commerciales, elles peuvent créer de la monnaie. Et oui, lorsque la banque prête de l'argent, elle n'est pas limitée par l'argent de l'épargne. Así que ya sabéis, alegría, fiesta e ilusión. Théoriquement, elle peut prêter autant qu'elle veut. Plus la banque prête de l'argent, plus elle gagne, grâce aux intérêts que lui doivent les emprunteurs. Mais plus elle prête, plus elle se met en danger, car cette création de monnaie dépend d'une dette. C'est cette création de monnaie qui va permettre de faire grimper le PIB. Donc pour les banques, la dette c'est un petit peu comme un investissement. Comme pour un individu qui achèterait un appartement en empruntant auprès d'une banque, dans le but de le mettre en location. Il y a un effet de levier. Ça fait beaucoup d'informations, donc reprenons.
Les banques créent de l'argent à partir de la dette. Certains emprunteurs sont susceptibles de ne pas rembourser leurs prêts et donc de ne pas payer les intérêts qui permettent à la banque de se rémunérer. Pour ça, les banques, elles sélectionnent les acteurs à qui elles prêtent de l'argent. Des acteurs qui sont susceptibles d'augmenter leurs revenus grâce à cette dette. Mais alors, si la dette, elle est dangereuse, pourquoi est-ce que celle de l'État, elle ne cesse d'augmenter? Ça veut dire, comme on l'a déjà évoqué, que l'État, il dépense plus que ce qu'il gagne. Ben oui, pour faire tourner l'économie, il faut dépenser. Quand on s'endette, on utilise une capacité d'investissement qu'on n'a pas sans emprunt. Et si nos investissements ils sont rentables, on va pouvoir augmenter nos revenus grâce à cet emprunt. C'est ça l'effet de levier dont on parlait tout à l'heure. Sauf que pour l'État, c'est pas vraiment le cas parce qu'il investit sur des activités qui vont pas forcément lui rapporter d'argent. Comme par exemple la sécurité sociale et le système éducatif, qui vont pas lui rapporter d'argent mais qui vont contribuer à la rentabilité des entreprises du pays. Donc la dette, c'est un facteur crucial du développement de l'économie. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des choses que vous voulez approfondir, vous pouvez vous abonner à la chaîne et aller voir mes autres vidéos comme celle sur la loi de l'offre et de la demande.